Bonjour à toutes et à tous. Pour Victor Hugo, il faut bien le comprendre, l'écriture, ce n'était pas juste un art, c'était une arme, c'était un combat. Et ce roman, Le dernier jour d'un condamné, c'est peut-être son coup de poing le plus viscéral, le plus direct. Aujourd'hui, on ne va pas seulement lire un livre, on va disséquer ensemble une véritable arme littéraire. Oubliez les grands discours, les longues tirades. Chez Hugo, parfois, l'essentiel tient en quelques lignes. On va se concentrer aujourd'hui sur deux tout petits chapitres, le 18e et le 19e. C'est là, en à peine une page, que l'attente angoissante se transforme en certitude glaciale. C'est l'instant précis où l'espoir s'éteint pour de bon et où le vrai compte à rebours commence. Alors, comment va-t-on procéder? D'abord, on va revivre ensemble ce dernier matin aux côtés du condamné. Ensuite, on verra le choc de la révélation, ce fameux « c'est pour aujourd'hui ». Après ça, on passera en quelque sorte de l'autre côté du miroir pour décortiquer la langue de l'angoisse et les armes littéraires qu'Hugo utilise. Et pour finir, on verra comment toute cette mécanique sert son grand combat, son plaidoyer contre la peine de mort. Allez, on commence. On entre donc dans le chapitre 18. Imaginez la scène. Un cachot, la pénombre et un homme seul qui attend. L'attente, voilà le premier supplice. Chaque minute, chaque seconde qui s'écoule est une torture silencieuse. Hugo ne nous fait pas simplement entrer dans une cellule, il nous plonge directement dans la conscience d'un homme qui est suspendu entre la vie et la mort. Regardez bien cette toute première phrase. Hugo est un maître du temps. C'est incroyable. En quelques mots à peine, il nous fait traverser la fin de la nuit et l'arrivée de ce jour terrible. Ma lampe a pâli, c'est la fin de la veille, le moment où il écrivait. L'horloge a sonné 6 heures, là c'est le temps officiel, mécanique, qui s'impose à lui. Et enfin, le jour est venu. Une phrase toute simple, mais d'une force terrible, inéluctable. C'est comme si la nature elle-même était complice de ce qui va arriver. Et puis, voilà la rupture. Le quotidien d'une prison, c'est brutal, c'est froid, c'est impersonnel. Mais ce matin-là, quelque chose est différent. Le guichier, qui est d'habitude si rude, devient presque poli, prévenant. Il enlève sa casquette, il salue, il s'excuse. Ce qui est absolument génial ici, c'est que la terreur ne naît pas d'une menace directe, mais d'une courtoisie complètement anormale. C'est ce soin qu'on apporte à un homme juste avant de le tuer, qui alerte le condamné, et qui nous met, nous aussi, en état d'alerte. Et c'est là, c'est à ce moment précis, que la pensée, la terrible supposition, se formule dans son esprit. Attention, ce n'est pas encore une affirmation, c'est juste une question, murmurée à lui-même. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? C'est le début de l'angoisse à l'état pur, ce moment où le doute est presque pire que la certitude. Hugo nous laisse là-dessus, en suspens, et le chapitre 18 se referme. Le piège est en train de se refermer. On passe maintenant au chapitre 19. Et là, le changement de ton est radical. Si le chapitre 18, c'était celui du doute qui ronge, le 19, c'est celui de la certitude qui foudroie. Plus de questions, juste une affirmation, qui claque comme le couperet de la guillotine. Voici le deuxième signe encore plus puissant. Ce n'est plus un simple guichetier, non, c'est le directeur en personne qui se déplace. Et encore une fois, ce n'est pas la violence qui annonce la mort, mais une politesse extraordinaire. Il lui demande comment il va, s'il a bien dormi. Et puis vient le coup de grâce, le mot qui achève tout, monsieur. Il faut bien comprendre que dans le monde déshumanisé de la prison, un condamné n'est qu'un numéro. L'appeler monsieur, c'est lui rendre son humanité un très court instant, juste pour mieux souligner l'inhumanité de l'acte qui se prépare. L'ironie est d'une cruauté chirurgicale. Et la phrase tombe. C'est pour aujourd'hui. C'est tout. C'est tout le chapitre 19. Une seule phrase. Hugo utilise la brièveté, la typographie pour créer un choc absolu. Ce n'est plus une pensée, c'est un cri. C'est une réalisation si totale, si écrasante, qu'elle n'a besoin d'aucune explication. Tout est dit. Le doute n'existe plus, il n'est plus que la certitude, glaciale, absolue. Bon, on vient de vivre l'histoire avec le personnage. Mais maintenant, je vous propose d'analyser la mécanique littéraire qui se cache derrière cette émotion. La question, c'est comment Hugo s'y prend-il? Comment, avec de simples mots, est-ce qu'il arrive à nous faire ressentir physiquement cette angoisse, cette terreur? C'est là qu'on touche à toute la magie de son style. Ce tableau nous résume bien les choses. Premièrement, le rythme. Hugo utilise des phrases très courtes, exclamatives, comme « c'est pour aujourd'hui ». Ça crée une sensation d'urgence, de souffle coupé. Ensuite, le vocabulaire sensoriel. Quand le narrateur dit « il m'a pris un frisson », l'angoisse n'est plus une simple idée, elle devient physique, on la ressent dans notre corps. Et enfin, cette fameuse politesse inhabituelle, qui fonctionne comme une sirène d'alarme silencieuse qui annonce la catastrophe imminente. Allons encore un peu plus loin dans l'analyse. Pour un écrivain comme Hugo, les figures de style, ce ne sont pas des simples décorations pour faire joli. Pas du tout. Ce sont des armes. Ce sont des outils de précision qu'il choisit et qu'il utilise pour nous convaincre, pour nous faire entrer, nous lecteurs, dans son combat.
Alors, l'arsenal de Victor Hugo est immense. Il utilise l'hyperbole, la métaphore, mais dans ces 2 chapitres, on va se concentrer sur 2 armes particulièrement percutantes. L'exclamation, pour le choc émotionnel, et la répétition, qui va installer l'obsession dans l'esprit du lecteur. Commençons par la plus évidente, l'exclamation. C'est une figure de style qui permet d'exprimer une émotion brute, qui n'est pas encore filtrée par la raison. C'est un cri, une décharge électrique. Hugo s'en sert pour nous faire ressentir l'impact direct, le véritable coup de poing psychologique que le narrateur reçoit en pleine face. Et l'exemple parfait, évidemment, c'est cette phrase. Imaginez un instant cette phrase sans le point d'exclamation. C'est pour aujourd'hui. Ce ferait une simple constatation, froide. Mais avec le point d'exclamation, ça devient une explosion de terreur. Le point d'exclamation ici, c'est le son du cœur qui s'arrête de battre. Passons maintenant à la répétition. Quand un auteur répète un mot ou une phrase, ce n'est pas un manque de vocabulaire, bien au contraire, c'est une stratégie. C'est comme frapper plusieurs fois au même endroit pour bien enfoncer une idée. Ça crée une obsession, ce sentiment que la pensée tourne en boucle, et qu'il est absolument impossible d'y échapper. Le chapitre 19 s'ouvre et se ferme quasiment sur la même réalisation. Après avoir décrit la visite du directeur et sa politesse qui tue, la conclusion est la même, inévitable. C'est pour aujourd'hui. Cette répétition nous montre bien que l'esprit du narrateur est maintenant complètement prisonnier de cette seule et unique pensée. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, le ramène à ça. Bien. Nous avons donc vu le récit, puis les outils littéraires. Mais maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi Hugo déploie-t-il un tel arsenal? Quel est le but ultime qui se cache derrière cette construction si minutieuse? C'est là qu'on touche au cœur de l'œuvre, le plaidoyer. Voici en quelque sorte le plan de bataille de Victor Hugo. Premièrement, rendre concret quelque chose qui est abstrait. La peine de mort, en tant que concept, ça reste lointain. Hugo, lui, nous l'a fait vivre de l'intérieur. Deuxièmement, humaniser le condamné. On ne sait pas ce qu'il a fait, et c'est voulu. On sait juste qu'il est un homme et qu'il souffre. Troisièmement, faire ressentir l'inhumanité absolue de cette sentence. Et enfin, le but final, nous impliquer. Après avoir lu ça, on ne peut plus rester neutre. Ce n'est plus une option. On a vu comment, en de tout petits chapitres, avec une économie de moyens assez stupéfiante, Victor Hugo arrive à créer un moment de littérature d'une intensité rare. Et ça soulève une question qui va bien au-delà du texte. La force des mots suffit-elle à changer les mentalités? Un écrivain, même un géant comme Hugo, peut-il vraiment à lui seul gagner un tel combat? La question bien sûr reste ouverte et je vous la pose. Merci de votre attention.